Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de tous les finalistes perdants de l'histoire de koh. Et donc on va commencer avec la première finaliste, Genaël en 2001, la première finaliste que personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que même par rapport à Gilles, elle a un parcours plus simple vu qu'elle était quand même dans l'équipe majoritaire. On s'en souvient notamment avec son trio, avec Romain et Patricia. D'ailleurs, c'était personnellement ma préférée dans le trio. Donc elle avait quand même cette notion, je dirais, d'alliance, de stratégie un petit peu qui va notamment lui punir cette victoire, hein, car elle a participé notamment à des éliminations, celle aussi de Michel, qui forcément s'est retourné contre elle pour la finale. Notamment Michel avait voté pour Gilles pour qu'il gagne. Donc je trouve que pour moi elle est meilleure, elle est plus intéressante que Gilles. Mais bon, je pense que les deux se vaut quand même pas mal. Et je trouve pas que Gilles vole la victoire à Genaël. Donc voilà, moi c'est une première finaliste qui franchement pour moi quand même marque les esprits. On va enchaîner ensuite avec donc le finaliste perdant de koh Nicoya, peut-être le plus grand stratège de koh. Donc Nicolas en 2002 lors de koh Nicoya. Franchement pour moi finaliste parfait. Tellement parfait que pour moi la seule étape qui rate c'est notamment cette finale où malheureusement je trouve que ouais c'est bien le mot que je dois employer malheureusement car son parcours était parfait jusqu'à la victoire d'Amel sur les poteaux et même le fait que Amel était sur les poteaux était calculé pour qu'elle perde vu que Amel n'avait pas forcément montré on va dire des performances sportives inquiétantes en fait. Donc ouais, pour moi, Nicolas, c'est vraiment peut-être, ouais, moi je le classerais personnellement en tant que meilleur stratège de l'histoire de koh. Après voilà, vraiment il fait un parcours, comme je vous l'ai dit, parfait dans cette saison. Et la seule étape ratée, c'est cette finale. Malheureusement, il se fait humilier en finale, ce qui est logique vu qu'Amel avait un magnifique social et puis que Nicolas, je dirais, avait fait en sorte d'éliminer ses plus rudes alliés, ceux qui pouvaient notamment le détrôner, comme FX et Isabelle, qu'il a notamment blindside à de très belles occasions. Donc voilà, pour moi, voilà, c'est vraiment l'incarnation d'un finaliste parfait en fait. Donc on va enchaîner ensuite avec le prochain finaliste. Et donc c'est pas dans la saison 3, il n'y en a pas vu qu'il y a la victoire ex aequo avec Isabelle et Delphine, donc pas de finaliste. Et on va direct passer à Linda, donc lors de koh Las Perlas, que personnellement je trouve, voilà, je suis pas fan de cette candidate. Voilà, j'ai jamais été trop fan de son caractère. Après, ayant revu Las Perlas il y a pas si longtemps que ça, je trouve que j'ai peut-être été un peu trop rude avec elle. Elle fait quand même une bonne saison. Ça reste notamment une bonne aventurière, même si elle se fait éliminer, elle a la chance de revenir. Elle a quand même, je dirais, eu quelques exploits stratégiques, notamment avec Philippe. Le fait de rentrer dans l'alliance de Raphaël, dans son cœur pour finalement atteindre la finale, c'est quand même assez intéressant. Et puis ça reste quand même Linda, une candidate, je dirais, phare de cette saison, avec notamment ses rivalités avec Catherine. Mais voilà, après elle gagne les poteaux, forcément elle choisit Philippe, et elle perd face à lui forcément pour les raisons je dirais, de ce qui s'était passé auparavant avec Catherine, avec les filles. Mais voilà, donc et Philippe notamment n'a pas démérité, on va dire, entre les deux finalistes. C'est vrai que si on devait faire un choix, c'est pas un choix illogique. Donc voilà, Linda pour moi c'est une finaliste vraiment au bottom, on va dire, mais qui n'est pas non plus catastrophique, il faut pas abuser quoi. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain finaliste, et c'est donc Francis en 2005, finaliste mythique, extraordinaire dans cette saison. Il est drôle, il est intéressant, il est pertinent dans ses choix, dans ses votes, notamment aussi ses face cam, et il y a tout de bien dans cet aventurier. Honnêtement, un aventurier un peu sous-coté, je trouve, par rapport à ce qu'il fait, et notamment aussi dans son All-Star. Mais pour parler de cette première saison, il est vraiment super, hein. Pour rappeler, il trahit entre guillemets son équipe des rouges pour aller rejoindre l'équipe des jaunes qui était bien, je dirais, élancée avec Mohamed, qui avait une bonne dynamique de groupe. Et lui, c'est ce qu'il recherchait, on va dire, entre guillemets, car il avait jamais été accepté dans son équipe des rouges, toujours moqué, notamment aussi éliminé. Il a eu la chance de revenir au deuxième épisode. Donc vraiment une aventure où il arrive finaliste finalement, il perd avec 0 vote en finale.
ce qui est assez triste car il fait vraiment un super koh-lanta et c'est bah voilà, ça fait plaisir de voir un doyen, on va dire, réussir son koh-lanta. Ces trois-là étaient vraiment bannis du clan rouge et lui, bah, il les a vengés clairement en arrivant jusqu'en finale et vraiment en faisant une performance pour moi très notable, clairement. On va enchaîner ensuite avec donc Emily de koh-lanta Vanuatu, finaliste assez marquante, surtout avec son binôme François David, un couple même. Donc très bonne finaliste qui notamment gagne les poteaux, hein, elle avait fait tout du long de son koh-lanta, zéro performance sportive et la dernière épreuve, l'épreuve des poteaux, elle a réussi à les gagner, ce qui est une belle histoire, je trouve que c'est assez marquant. Finalement, elle, qui avait toujours été, je dirais, derrière François David en termes d'image, surtout notamment avec l'équipe des Rouges, elle était toujours un peu vue comme voilà, la copine de François David, mais finalement, quand tu regardes derrière, c'était toujours elle qui prenait les décisions, voilà, avec François David, c'est toujours elle qui était un peu, on va dire, stratège. C'était elle qui gérait un peu les votes. Et c'est vrai que je trouve que moi, elle est un peu surcotée, notamment avec l'étiquette qu'on lui donne de grande stratège de la première génération. J'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est une très belle candidate avec de belles performances, notamment en stratégie, où elle a quand même réussi à, je dirais, à remporter avec elle un François David qu'elle a emmené jusqu'en finale, et notamment qu'elle choisit avec cette victoire des poteaux. Et je trouve que ça donne un super storytelling. Et pour moi, elle est voilà, divertissante. Voilà aussi des petits moments un peu marquants où il y a des engueulades, notamment avec Marie au conseil final. Enfin voilà, il y a quand même pour moi vraiment tout pour dire que Emily est une très bonne finaliste. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les finalistes perdants en général sont très majoritairement les candidats les plus intéressants de la saison, ou on va dire dans le gratin, hein, quand on va dire dans les meilleurs candidats de leur saison ou meilleurs que le gagnant en général. C'est vraiment un profil de candidat qui en général est super intéressant et c'est pour ça que cette vidéo est très intéressante à faire, qui on va parler de gros profils qui pour moi ont marqué vraiment leur saison. Et on va enchaîner ensuite avec koh-lanta Karamoan, car koh-lanta Palawan, il y a eu 2 gagnants, donc comme Bocas del Toro, 0 finaliste. Et donc c'est Frédéric, donc on va dire un peu le copain de Bertrand. C'est vrai qu'on s'en souvient comme ça. J'ai eu un commentaire quand je parlais dans ma vidéo légende ou pas légende de Frédéric. C'est vrai que ce commentaire-là, j'avais raison. Je trouvais que j'étais d'accord avec lui pour dire que c'est vrai que Frédéric, il a un peu l'image du pote de Bertrand. C'est vrai que moi, je l'avais toujours imaginé comme ça. Et c'est surtout en revoyant koh-lanta Karamoan, donc l'année dernière, que j'ai trouvé que en fait, pour moi, Frédéric, c'est pas un candidat qui m'importunait beaucoup, on va dire. J'ai un peu eu du mal dans mon deuxième visionnage, je l'ai vu à la baisse au niveau de Frédéric. Je trouvais que il était un peu, il gonflait un petit peu avec son pseudo mérite en termes d'image, enfin cette pseudo éthique qu'il avait, alors que franchement, c'est le jeu quoi. Et quand il y a des Caroles, quand il y a des candidats comme ça qui leur reprochent ça, finalement après ça n'assume plus trop. Et moi je trouve que c'est un comportement que j'avais pas apprécié, surtout dans mon deuxième visionnage, car moi, koh-lanta Karamoan, quand je l'ai regardé, on va dire plus à l'ancienne, j'avais pas remarqué ça. Moi, j'étais tellement omnibulé par Bertrand, par ce rouleau compresseur qui était l'équipe des Taillacs, que j'ai même pas vu qu'en fait, quand tu creusais un peu dans le fond, il y a certains candidats comme Frédéric, que j'appréciais bêtement comme ça, que je trouve en fait pas finalement ouf quoi. Enfin, les performances sont là, il est très fort en épreuve, ça c'est clair. J'aime bien en soi son binôme avec Bertrand. Je trouve que les deux se complètent beaucoup. Mais en fait, quand je regarde le fond, en fait, le candidat en lui-même, dans ce qu'il dit, dans sa personnalité, je suis pas trop fan en fait. Et ouais, hein, c'est un peu des révélations. Quand tu revois une saison, c'est très intéressant car en fait, tu les revois à des moments différents de ta vie, entre guillemets. Hein, voilà. Après, koh-lanta, c'est pas non plus une, on va dire, un mode de vie, mais quand même, c'est différent quand tu les revois. Et honnêtement, moi, quand je l'ai revu, j'ai un peu changé l'image que j'avais de Frédéric. Pour moi, c'est pas forcément un candidat que j'avais tant apprécié que ça. Et moi, ça sentait à des kilomètres qu'il n'avait pas gagné, car voilà, il y avait quand même Christelle qui avait fait un jeu presque parfait. Le montage était exceptionnel. Enfin, c'était très compliqué de gagner face à Christelle. Et voilà, que ce soit Bertrand ou lui, clairement, ça aurait été la même chose. Et on va enchaîner ensuite avec Jade, donc la finaliste de koh-lanta, le retour des héros.
Finaliste que j'aime beaucoup personnellement, Jade, dans ses 2 premières éditions, et notamment celui de la 3e, j'ai quand même pas mal aimé. Ça reste toujours une candidate qui est super intéressante, super je dirais agréable à regarder à l'écran. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas, ça je peux comprendre. Mais en termes de performance aussi, c'est quand même assez présent. Et dans ce All-Star, pour moi, Jade, elle fait vraiment un All-Star complètement réussi. Alors, il y a juste le début où elle fait un peu la gueule, où elle fait un peu, je dirais, elle montre un peu ses plus gros défauts. Voilà, ça, on avait vu dans sa première édition, mais là, on le voit vraiment dans son deuxième. Et c'est pas un Koh-Lanta parfait, notamment aussi sur son choix sur les poteaux. De pas choisir Philomène, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Après, voilà, bon, elle a expliqué son choix sur le mérite. On voyait qu'elle avait un petit peu aussi de rancœur sur le coup de la flèche qu'elle avait fait Philomène. Lui casser sa flèche alors qu'il y avait son mari Olivier qui était venu jusqu'en Amazonie. Donc c'est clair que ce choix sur les poteaux, beaucoup ne le comprennent pas. Et même moi, j'arrive pas encore aujourd'hui à le comprendre, ce choix. Mais, mis à part ça, pour moi, Jade, elle fait vraiment un retour presque parfait, quoi. Elle refait des très belles performances dans les épreuves. Elle est présente, on va dire, stratégiquement. C'est vraiment, pour moi, la candidate la plus complète, on va dire, avec Romuald. Donc c'est vrai que cette finale était très intéressante, mais pour moi, Jade avait dominé sur les épreuves dans ce All-Star par rapport à Romuald. Et le fait qu'elle gagne pas, c'est vrai que je trouve que c'était quand même un gros vol, un gros hold-up. Mais bon, ce qui est terrible, c'est que les justifications, c'était que Jade avait déjà gagné, donc elle ne devait pas regagner. Et ce qui est le plus incroyable, et c'est un commentaire qui me l'avait dit dans la vidéo des hold-up, c'est que, en fait, ceux qui reprochent à Jade d'avoir déjà gagné et donc de ne pas regagner, c'est les gagnants, les gagnants de leur première édition. Genre, par exemple, François David, donc c'est un peu chelou, quoi. Cette justification, elle est un peu bête, quoi. C'est un peu dommage. Et en plus, voilà, elle gagne 2 fois les poteaux. Enfin voilà, c'est vraiment un star réussi pour moi. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain finaliste. Et c'est donc Patrick de Koh-Lanta Palau. Ah là là, Patrick, je pense que vous le savez, c'est un candidat que j'adore. Voilà, et donc il arrive finaliste perdant. Assez tragique, car bon, il arrive en finale, mais on sait très bien qu'il va se faire détruire. Moi, j'ai beaucoup aimé son speech final, où notamment il craque littéralement. Je trouvais qu'il y avait vraiment un côté émotionnel. Moi, personnellement, je trouvais les candidats un peu durs, quoi. Parce que moi, Patrick, je trouve que c'est un candidat qui est super stratège, super intéressant. Il joue super bien. Il est super intelligent. Il a une très belle vision du jeu. Mais il arrive à donner cette sympathie, en tout cas à l'écran, d'un mec sympa, quoi, d'un mec qui veut juste jouer. Qui certes a fait parfois des choses pas terribles, notamment le coup du hors-jeu dans l'épreuve des perches face à Rodolphe. Mais enfin, tu vois que c'est un mec qui n'a pas vraiment un fond méchant, quoi. C'est pas, son fond n'est pas forcément méchant. Et pour le coup, moi, j'aurais bien aimé voir les candidats du jury final réceptifs à gérer ce craquage qu'il avait eu, notamment au conseil final, qui montrait vraiment sa vraie personnalité d'un mec sympa, quoi, mais qui veut juste jouer à fond, quoi. Et donc, pour moi, Patrick, dans ce Koh-Lanta là, c'était exceptionnel, quoi. Bon, je vais pas le répéter, parce que j'en ai souvent parlé, mais waouh, le mec est à fond, quoi. Franchement, on voyait que le mec voulait participer depuis un moment, et on voyait qu'il était vraiment prêt à tout pour gagner. Ils sont binôme avec Isabelle. Je pense qu'il a peu eu de chance aussi d'arriver face à Christina, même si je pense que face à Isabelle, il aurait aussi perdu. Mais bon, Christina a fait un exceptionnel speech final, où elle a vraiment assumé ce côté jeu, où elle a vraiment, pour moi, fait le meilleur speech qu'il fallait. Et donc, qui a terrassé Patrick. Donc on va enchaîner ensuite avec Freddy, donc le finaliste de Koh-Lanta, le choc des héros. Un Koh-Lanta duquel j'ai du mal. J'ai toujours eu du mal avec ce Koh-Lanta là. Mon premier visionnage jusqu'à mon dernier, je l'ai revu du coup l'année dernière aussi. Vraiment, c'est un Koh-Lanta où je suis vraiment pas fan, quoi. Et puis, Freddy en soi, c'est un exceptionnel candidat dans cette saison. Il est vraiment cool, quoi. Il est agréable à suivre avec Grégoire. Enfin, c'est sympa, quoi. Il a des belles prestations dans les épreuves. Après, c'est dommage qu'il soit un peu camouflé par Myriam Lamar, même aussi Frédéric Jossinet, même les gros sportifs et Grégoire. Il y a juste l'épreuve de l'orientation où pour moi, il est vraiment devant, quoi. Et aussi l'équilibre sur l'eau, il a un beau duel avec Grégoire, mais finalement remporté par Grégoire. Donc, il est toujours un peu au second plan. Et ça je dirais, remarque aussi dans cette finale où il perd face à un Grégoire où c'était plus beau de le faire gagner, quoi. Enfin, et aussi, il avait fait des plus belles prestations. Il a gagné les poteaux aussi à un pied. Bon, voilà, il y avait quand même. Enfin, voilà, pour moi Freddy dans cette saison, il est vraiment super bon, mais
je trouve que voilà, il n'arrive pas à dépasser, on va dire, l'image du second Grégoire, quoi. Enfin, voilà, pour moi, dans ce Koh-Lanta, c'est tellement Grégoire qui est mis en avant pour gagner que bah, les autres, Christophe, Linda et notamment aussi Freddy, bah, même si Freddy en soi, socialement, je trouve qu'il a mieux fait que Grégoire, il était plus ouvert. Très bon finaliste, c'est vrai, mais c'est vrai que dans ce Koh-Lanta là, j'ai pas été non plus transcendé, et bah, c'est dommage car je pense que Freddy, dans d'autres saisons, s'il aurait eu ce parcours, on va dire, jusqu'en finale, ça aurait été plus intéressant que dans celle-ci. Bref, en tout cas, Freddy finaliste, c'était quand même assez intéressant. Et bon, voilà, on va pas cracher, notamment aussi sur certains moments assez cultes avec Grégoire, notamment les duels sur les épreuves. Cette finale, face à Grégoire, qui était quand même assez culte, car t'as vraiment deux gros monstres de Koh-Lanta en finale. Voilà, mais c'est vrai que c'était vraiment tourné que autour du sport et autour du mérite. Et bon, c'est un peu dommage, quoi. Donc on va enchaîner ensuite avec le prochain finaliste, et c'est donc Claude de Koh-Lanta Vietnam. Excellent finaliste, bah, peut-être le meilleur finaliste de l'histoire, vu que c'est le meilleur candidat. Clairement dans cette saison, finaliste finale très compliqué à détrôner. Bah, vraiment, c'est une exceptionnelle finale. Il est face à Philippe, le rempailleur de chaises de Vietnam, donc forcément... il y avait quand même le côté où Philippe avait vraiment pour moi super bien joué du fait qu'il avait fait plein de choix pour gagner. Mais à côté de ça, bah, Claude, c'est vraiment dans cette saison pour moi le candidat le plus intéressant, le plus agréable à suivre, quoi. C'est vraiment le candidat qui te fait la saison. Sans lui, cette saison-là et toutes les saisons auxquelles il a participé n'auraient pas trop de sens. C'est vraiment lui qui tient la saison. Il a vraiment des performances exceptionnelles dans les épreuves. 7 épreuves, 7 victoires, c'est incroyable. Voilà, il y a aussi le côté stratégique, le côté où il est vraiment mis en avant comme le tyran, le méchant, enfin celui qui est vraiment le leader de son alliance. Et on le voit au jury final, il se fait défoncer. Philippe aussi, hein, mais lui vraiment... il y a tout le monde qui le défonce, quoi. Il y a Marine, Abdella, même Wafa parfois, je dirais, s'embrouiller avec lui sur certains points, notamment où il était un peu ébrasif, on va dire, sur le côté nourriture aussi. Enfin voilà, il est vraiment super divertissant, ça c'est clair. Après, il y a beaucoup de fautes stratégiques, il y a beaucoup de fautes sociales, mais c'est ça qui est intéressant, quoi. Et après, il y a le côté survie aussi. Le côté survie, il pêchait plein de poissons, il est vraiment... pour moi, c'est vraiment... c'est pas pour rien que c'est le meilleur candidat de l'histoire de Koh-Lanta, car notamment aussi dans son retour, il va faire un peu la même chose, mais surtout dans ce premier Koh-Lanta, on le retrouve dans tous les domaines du jeu en avant, quoi. C'est-à-dire dans le sport, il n'y a que lui dans les épreuves. Il y a Philippe aussi qui domine, mais c'est vraiment lui en majorité qui est exceptionnel. En survie, il est vraiment super bon. Philippe aussi, hein. C'est vrai que c'est intéressant de le mettre face à son Némésis, on va dire, celui qui gagne face à lui en finale. Car les deux, en fait, étaient vraiment en compétition dans presque tous les domaines. Alors, pas le côté social, car vraiment, voilà, social, c'était compliqué, mais même stratégiquement. Stratégiquement, c'était vraiment deux types de stratégie, hein. Il y a Claude, qui s'affichait, on va dire, en termes de stratégie, mais qui avait vraiment un très bon jeu stratégique pour tenir une alliance jusqu'au bout, mais pas pour gagner, car on l'a vu, en finale, il s'est fait vraiment manger. Alors que face à lui, Philippe, lui, il a été plus stratège dans le côté vicieux, dans le côté opportuniste. Donc voilà, c'est vraiment deux types de jeux qui se confrontent. Finalement, Claude, pour moi, c'est celui qui est le plus intéressant à l'écran, en tout cas. Vraiment, c'est du haut level. Donc, on est vraiment sur un niveau d'aventurier, mais oufissime. Et on va enchaîner ensuite avec Théora, le finaliste de Koh-Lanta Rajampat. Vous voyez que là, on a vraiment des finalistes qui s'enchaînent, qui sont vraiment des figures hautes du programme, des figures super marquantes. Et là, Théora et son parcours majestueux dans Rajampat, le jaune que tous les rouges voulaient éliminer depuis la réunification, qui réussit à gagner les totems au bon moment, trouve des colliers. Finalement, elle les joue pas forcément bien, mais réussit à se faufiler en finale à coup de totem, on va dire. Et notamment le duel face à Martin sur l'équilibre sur l'eau, il le passe d'une façon légendaire. Et franchement, il fait un Koh-Lanta, certes un peu en réserve au début, mais qui finalement à la fin donne un parcours et une image mais exceptionnelle. Et en termes de survie, il a révolutionné le jeu, clairement, hein. C'est vrai qu'avant Théora, il n'y avait pas non plus... Enfin, il y avait Freddy, il y avait tout ça, mais il n'y avait pas cette image
du survivaliste de koh. Il y avait l'image un peu du constructeur, Freddy, voilà tout ça. Mais c'est vrai que il y avait eu aussi l'image du chasseur, Mohamed, Raphaël. Mais l'image du survivaliste, du mec qui grimpe aux arbres et tout, il y avait eu Grégoire, certes, c'est vrai. Mais je sais pas, avec Théoura, ça a vraiment donné un coup de boost. Et même au niveau popularité, c'est vrai que c'était un candidat super populaire. On voyait dans les primes en direct et tout qu'il était vraiment félicité. Et ça donnait un candidat qui finalement a échoué en finale, car face à lui, il y a eu Gérard qui a vraiment mieux joué que lui. Il a eu un exceptionnel social. C'est vrai que dans l'idée, c'est dommage qu'il n'ait pas gagné, car il a vraiment le profil de gagnant, car voilà, il fait pas non plus trop de vagues, il est sympathique, enfin il a vraiment une belle storyline, on va dire. Il gagne pas les poteaux, ce qui peut-être lui a fait perdre quelques voix aussi, ça. Du fait que Gérard, en gagnant les poteaux, ça donne vraiment une image du mec qui conclut son koh en beauté, quoi. Donc voilà, mais c'est vraiment voilà, un exceptionnel finaliste. On va enchaîner ensuite avec le finaliste de koh, la revanche des héros, et c'est un candidat dont on a déjà parlé il y a 2 saisons de là, donc c'est Claude, une nouvelle fois, qui est finaliste, une seconde fois, 2 fois finaliste, Claude dans koh, la revanche des héros. Alors là, pour moi, moins bon en termes de finaliste qu'à Vietnam, car à Vietnam, c'était tellement somptueux et tellement exceptionnel que c'était compliqué de faire mieux, mais ça reste tout de même un des meilleurs finalistes all time encore, hein. C'est vrai que là, Claude, dans ce deuxième koh, il fait un super bon koh, il gagne des épreuves exceptionnelles avec notamment le paresseux. Il lui reste 3 heures et 11 minutes face à Théoura où il a réussi à gagner. Il a réussi à faire des performances, il gagne les poteaux notamment. Il gagne aussi certaines épreuves assez marquantes. Il est également de base dans l'équipe minoritaire, il réussit avec Patrick, avec certains à monter grâce à Maud aussi qui a donc trahi son équipe des jaunes. Mais d'un autre côté, on voyait que Claude était vraiment le leader. Et même au tout début du jeu, on voulait sa tête, quoi. On voulait l'éliminer, car on voyait que c'était lui qui quand même dominait en termes de lead, en termes de leadership, sa tribu. Et c'est vrai que on voyait que c'était quand même un candidat qui réussissait à, je dirais, amener autour de lui vraiment une stratégie, un noyau, comme il avait fait à Vietnam en fait, hein. C'est un peu le schéma qui se refait à Vietnam. Après, là, c'est vrai que c'est dommage, car Claude, dans cette saison, il y a aussi le côté où il gagne les poteaux. Il a vraiment l'occasion de gagner, car il peut choisir Maud. Là, c'était sûr qu'il gagnait. Après, il choisit Bertrand. On sait qu'il y avait eu cette histoire de pacte financier qui, donc, forcément, ça gâche un peu la magie, quoi. Mais bon, pour moi, ça reste un exceptionnel finaliste encore. On va enchaîner ensuite avec le prochain finaliste. C'est donc Brice de koh Malaisie. Exceptionnel finaliste. L'un des meilleurs aussi, pour moi, il fait partie des meilleurs finalistes parmi tous les finalistes du jeu. C'est un très bon candidat, assez sous-coté aussi, qui a vraiment pour moi dominé son koh en termes de stratégie, on va dire. C'est vraiment lui qui tenait l'équipe des jaunes, c'est lui qui avait pris le flambeau après le blindside de Ravière. Il a vraiment tenu cette équipe des jaunes jusqu'en finale. Alors qu'à multiples reprises, cette équipe des jaunes pouvait s'effondrer comme un château de cartes. Et il a réussi avec brio pour moi, à éliminer les éléments, je dirais, perturbateurs, comme Thierry à 2 reprises. Cette rivalité qu'il avait eue notamment avec certains aventuriers de l'équipe adverse. On voyait qu'il chopait tout le temps des votes. À presque tous les conseils, il était en danger. On lui a mis une étiquette de menteur, de stratège, de fourbe. Enfin, même Philippe qui invente un gros mensonge sur Brice. Enfin, vraiment, le mec n'était pas disposé à faire l'info dans le jeu. Et le mec a, pour moi, très bien joué stratégique, en ayant aussi des belles prestations dans les épreuves. Socialement pas mauvais. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il avait toujours un peu de... Il était toujours un peu, pas détesté, mais il avait toujours eu de la méfiance avec ce candidat. C'est vrai que même les candidats de son équipe se méfier de cet aventurier. Hugo était vraiment derrière, était plus naturel entre guillemets, était pas forcément dans les stratégies, donc finalement avec une finale Brice Hugo, on voyait le truc arriver, quoi. Et c'est vraiment dommage que Brice se fasse humilier en finale. Ce qui est dommage, c'est que même Ravière vote pour Hugo, quoi. Donc c'est vrai que là c'est dommage, car il a fait tout ça pour rien finalement, pour se faire dégommer en finale.
C'est vraiment un exceptionnel aventurier que je respecte beaucoup, car c'est pas un profil que t'imagines stratège. Et le mec, il a vraiment joué avec tous les S de koh. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain finaliste, et c'est donc Martin de koh, la nouvelle édition, finaliste perdant avec 0 vote. Là, je trouve que c'est quand même un braquage, car il fait vraiment un bon koh, même si bon, il fait vraiment moins bien que dans son premier. Il est vraiment moins marquant, on va le dire, mais quand même, il y a des beaux exploits. Il gagne le collier d'immunité au début du jeu, il fait le grand chelem à la fin, et aussi, bon, il est quand même, on va dire, très fort socialement. Il s'est vraiment adouci depuis sa dernière édition, il était vraiment pris de la maturité. Et pour le coup, bon, je trouve que ça le rend moins marquant ce koh là, mais voilà, on va dire que par rapport à Laurent, je trouve que quand même il était un poil meilleur. Et voilà, c'est quand même dommage qu'il se fasse humilier comme ça en finale face à son meilleur pote. Pour des raisons, on va dire, pas trop fair play, mais bon, et puis vu que lui avait quand même un train de vie assez... voilà, il était quand même assez riche, tout ça, bon, ça l'a pas trop aidé, on va dire. Et voilà, lui aussi choisit Laurent pour qu'il gagne. Et c'était pas forcément le koh qui allait, je dirais, donner la victoire à Martin. On va enchaîner ensuite avec la prochaine finaliste, et c'est donc Chantal de koh Johor, finaliste d'anthologie, avec une finale, avec un gagnant exceptionnel. Enfin voilà, quand t'as Chantal en finale, c'est quand même assez ouf. Mais voilà, je vais dire que pour moi, Marc quand même mérite mieux la victoire que Chantal. Il a vraiment mieux joué. Mais c'est vrai que Chantal était assez exceptionnel niveau survie, niveau caractère. C'est vraiment, on va dire, la chèvre en personne, hein. Voilà. C'est vrai que tout le monde gagnait face à Chantal, hein, et voilà, et pour le coup, Marc le savait jusqu'à même en finale la défendre et dire oui, je veux que quand même il y a des gens qui votent pour Chantal, ne l'humiliez pas en finale, car elle ne mérite pas ça. Et franchement, c'est quand même assez chevaleresque de la part de Marc de dire ça. Et c'est vrai que pour moi, Chantal, c'est vraiment une exceptionnelle aventurière. Ça fait partie de mes femmes préférées de l'histoire de koh. Voilà, et c'est vrai que bah avec Bruno, ils trahissent l'équipe des Rouges. Donc voilà, il y avait vraiment une haine. Le groupe de Jeff a vraiment une haine contre elle. Et pour le coup, on savait qu'elle n'allait jamais gagner son koh. Après son parcours, d'aller jusqu'en finale, de gagner les poteaux, de faire un koh avec Marc et Bruno, avec ce trio du mérite, c'était vraiment génialissime. Et les suivre, c'était vraiment pour moi une partie de plaisir. Et pour le coup, ça m'a vraiment fait de la peine de voir Chantal au jury final baisser les yeux, se faire incendier par tout le monde. On va enchaîner ensuite avec le prochain finaliste, et c'est donc Pascal de koh Thaïlande. Peut-être ouais, dans le top 3 des meilleurs finalistes de l'histoire du jeu. Clairement, bah, quand tu regardes son parcours, le mec a fait tous les conseils, le gars stratégiquement est un monstre. C'est-à-dire qu'il a réussi à éliminer Nicolas, le leader de la seconde équipe des jaunes, qui, bah, on va dire, avait vraiment, je dirais, créé un groupe solide. Il n'y avait pas que lui, hein, il y avait vraiment un collectif, quoi. Et lui s'est glissé comme ça, tel un serpent dans la faille bah, du coup des jaunes, qui étaient Wendy et Alain et tout ce groupe-là. Et pour le coup, il a même chopé Gabriel, avec qui il s'était embrouillé. Et vraiment, c'est un koh exceptionnel, quoi. Fait que Pascal, en plus, il gagne l'orientation, les poteaux. Enfin, il fait vraiment sur la fin un koh presque parfait. Et le fait qu'il gagne pas, c'est assez rageant, car certes, Wendy n'est pas forcément une si pire candidat que ça. C'est vrai que souvent on la défonce, et je pense que le montage l'a pas aidé. Mais par rapport à Pascal et à son parcours exceptionnel, c'est vrai que le voir perdre comme ça, c'était vraiment dommage. Et je crois que c'était à 1 ou 2 votes, donc voilà, c'est encore plus blasant, quoi. Mais vraiment, koh exceptionnel, j'en ai souvent parlé sur la chaîne, mais c'est vraiment pour moi l'un des finalistes les plus marquants de l'émission. On va enchaîner ensuite avec du coup un finaliste de koh à l'île au trésor, et c'est donc Yesta. Yesta, je suis pas fan. Honnêtement, je sais que certains l'apprécient. J'ai discuté avec certains fans qui trouvent que Yesta se fait assez défoncer pour rien. Mais j'ai revu l'île au trésor d'ailleurs quand je l'ai revu cette saison-là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai galéré. C'était interminable. Mais non, j'ai pas eu un regain d'attention sur Yesta. Elle me procure toujours la même émotion.
j'ai toujours une sorte de, enfin voilà, je sais pas, elle m'intéresse pas, elle est pas pour moi une candidate qui influe beaucoup dans le jeu. Voilà, même ce qu'on lui donne comme mérite, je trouve que forcément, bah, c'est quand même pas mal, je dirais, surévalué. Voilà, moi, je trouve que Iniesta, c'est vraiment pas une bonne candidate. C'est pas une bonne finaliste. C'est quand même, voilà, une fraude hein, pour moi personnellement. Donc ouais, voilà. Et puis elle était, personnellement, j'ai pas aimé son comportement, son caractère. Loin de là de dire qu'elle a fait des choses inacceptables, tout ça, non, voilà. Mais c'est vraiment une candidate qui m'intéresse pas et que j'ai trouvé, enfin voilà, nonchalante, pas dans un côté où elle avait raison. Personnellement, moi, elle m'a saoulé et enfin la suivre jusqu'à la finale, bah c'était voilà, elle se fait dégommer en finale face à Benoît. Je crois qu'elle chope qu'un vote. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment pas une bonne finaliste quoi. On va enchaîner ensuite avec Clémentine. Donc la finaliste de Koh-Lanta Cambodge, pour moi c'est tout l'inverse là, c'est tout l'inverse de Yesta. C'est une candidate qui a du caractère, mais un caractère, je dirais, tellement intéressant à suivre, embrasant, qui part au quart de tour, qui est ultra intéressante, qui se donne à fond, qui stratégiquement est assez présente, assez intelligente dans ses choix, prêt à tout pour gagner. Le coup des deux votes, certes, il y en a eu beaucoup qui ont été contre, mais personnellement, j'ai trouvé ça, bah voilà, c'est du jeu quoi. C'est moi je kiffe ça, même si au niveau du jury, elle le gère tellement mal. Le jury management, comme on dit, elle le gère tellement mal du fait que même lorsqu'elle va blindside Sandro, elle va lui balancer un T-bet ou quoi, la pire chose à faire. Pareil, à la fin du jeu, yeux dans les yeux, elle dit à Sébastien, ouais désolé, bah, je vais te jeter aux portes de la finale comme un malpropre, même si tu m'as suivi durant tout le jeu. T'es un trop grand danger pour moi. Voilà, boum. Certes, elle est honnête, elle est tout ça, mais vraiment, ça, parfois, ça donne des moments où tu te dis ah ouais, Clémentine, elle est vraiment détestable. Alors que non, honnêtement, elle est pas si détestable que ça durant toute la saison quand tu prends le global. Non, elle est pas une candidate aussi énervante que ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments comme ça qui vraiment c'est vrai, montre un peu son mauvais caractère. Après, honnêtement, bah, c'est pour moi tellement appréciable à voir, surtout avec du recul quand je revois les saisons, et notamment Cambodge. Et pour le coup, bah, elle fait vraiment des belles prestations. Elle gagne beaucoup d'épreuves. L'orientation, les poteaux qu'elle gagne aussi, hein, c'est un peu comme Pascal. Elle fait vraiment dans la fin du parcours des très très beaux moments. Et aussi l'épreuve de l'équilibre sur l'eau avec la finale avec Vincent, c'est quand même assez mémorable. Voilà, pour moi vraiment Clémentine c'est vraiment une finaliste d'anthologie, je n'ai pas peur de dire les termes. On va enchaîner ensuite avec du coup Tiffany, la finaliste de Koh-Lanta Fidji, très très bonne finaliste, avec un parcours où tu t'y attends pas. Voilà, c'est vraiment la surprise de la femme un peu princesse qui se retrouve dans un milieu vraiment hostile, vraiment un milieu pas elle, et qui se découvre, qui fait aussi bah, des belles prestations dans les épreuves, notamment l'équilibre sur l'eau qu'elle gagne, je crois. L'épreuve où il y a un saut comme ça, là, que tu devais tenir un seau d'eau, qu'elle remporte également. J'aimais bien son binôme avec Magali. Également au niveau de la stratégie, il y avait quand même voilà, des moments assez intéressants, des beaux blindside. Après, certes, c'est vrai qu'on retient souvent, nous les fans, du côté un peu magouille de Fidji, mais je pense que on n'est pas très honnête, même moi le premier, ouais, c'est même moi qui souvent décrédibilisé Fidji sur ça. Mais non, honnêtement, pour moi c'est pas non plus quelque chose euh, de repoussant, on va dire, jusqu'à dire que c'est une mauvaise saison à cause de ça. Non, Fidji, je trouve pas que c'est une mauvaise saison à cause de ça, mais plutôt à cause du casting et tout ce qui se passe autour. C'est pas non plus une saison ultra intéressante, mais elle a quand même son lot de candidats et candidates comme Tiffany qui va jusqu'en finale et qui pour moi est vraiment avec Magali, enfin les trois jeunes qui vont en finale, c'est vraiment les candidats les plus intéressants de la saison. Après, il y a le côté, comme je vous l'ai dit, du fait que bon, c'est un peu louche que les trois soient sauvés et vont jusqu'en finale. En tout cas, pour moi, Tiffany, c'est vraiment une candidate que j'ai apprécié suivre. Je trouve qu'elle a un côté assez mignonne, comme ça, assez gentil, et qui vraiment, voilà, est vraiment appréciable, quoi. Et voilà, avec son binôme Magali, c'était vraiment un bon binôme. Donc, ouais, pour moi, finaliste perdante face à André. C'est vrai que c'est dommage, hein, et je crois que c'était assez serré. Je sais pas si j'aurais préféré voir Tiffany gagner. Peut-être, je pense que ça aurait fait une plus belle histoire, parce que André c'était un peu plus prévisible.
D'ailleurs, je crois que je vous l'avais dit, André, c'est un candidat que j'avais pré-shoot. Hein. J'avais dit au début de la saison, à lui, il a une tête de vainqueur et puis finalement, il a gagné. Donc, ouais, je pense que j'aurais préféré que ça soit Tiffany qui gagne, mais André n'est pas vraiment un mauvais gagnant face à Tiffany, loin de là. Et on va enchaîner ensuite avec l'un de mes finalistes préférés, c'est donc Pascal de Koh-Lanta, le combat des héros. Et oui, comme Claude, hein, il est 2 fois finaliste. Donc voilà, pour moi, dans le combat des héros, c'est vraiment une aventure où il arrive à, alors pas faire mieux que dans son premier Koh-Lanta, car c'est très compliqué de faire mieux qu'en 2016, mais il arrive à se renouveler, à ne pas se faire avoir sur un retour où il est le doyen, où il a encore plus cette aura de patron, où il le dirige littéralement, je dirais, ses troupes, où il arrive à faire des beaux blindsides, à éliminer certains de ses alliés. Vraiment, il fait une révélation en fait. Franchement, tu te dis, ouais, Pascal, c'est vraiment pas un coup de chance dans son premier Koh-Lanta. Il fait le même exploit de gagner les poteaux. Voilà, il gagne 2 fois les poteaux, donc c'est un truc de ouf. Dans les épreuves, il est loin d'être mauvais. Il est vraiment, je dirais, il n'a pas une aventure aussi simple aussi que d'autres qui étaient dans son équipe d'origine, du genre Cassandre, même Ravière, hein, qui était quand même plutôt solide dans ses appuis. Lui, il va faire un petit bond chez les jaunes pour vivre toutes les défaites de l'autre côté, pour lui rappeler un peu Thaïlande. Et pour le coup, bah voilà, ça va quand même donner une aventure finale où, pour moi, il le gère complètement et il ne gagne pas sur des détails, quoi. Et franchement, le coup de Dylan qui vote pas pour Pascal parce que Yacine a été déçu, ça m'a gonflé, quoi. Parce que Dylan n'avait aucune raison de ne pas voter pour Pascal en finale. Parce que ouais, certes, Yacine a été déçu, et bon, je peux comprendre le côté rageux de Yacine de pas voter pour lui, certes, mais Dylan, pour le coup, ça m'a terriblement gonflé, quoi. Et pour le coup, bah, je trouve que même niveau stratégie, je trouve que c'est Ravière qui fait vraiment le jeu stratégique, mais lui n'est pas forcément, ne démérite pas stratégiquement, il est quand même présent, et quand même il tirait les ficelles. Et après, ça va lui reprocher quand même ça, car il a quand même cette aura de patron, où quand même il arrive à assumer, il arrive à se mettre en avant, à dire oui, j'ai fait ça, et alors. Mais pour le coup, c'est tellement dommage qu'il remporte pas ce deuxième Koh-Lanta, car pour moi, il aurait dû, face à une Clémence qui n'a rien fait durant ce Koh-Lanta, qui s'est laissé porter, voilà, fait partie des candidats que j'ai cités tout à l'heure, comme avec Cassandre, qui n'ont pas forcément galéré, on va dire, pour arriver au bout, même si elle a été dans la même équipe que Pascal chez les jaunes. Voilà, elle s'était vraiment laissé porter, alors que Pascal, il y a quand même eu des gros choix. Le coup du faux collier avec Gravière, c'était plutôt marrant, avec Yacine aussi. D'ailleurs, c'est un peu ça aussi qui va exploser l'alliance avec Yacine. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une aventure de dingue qui ne se conclut pas comme ça devrait, quoi. Et c'est tellement dommage pour un deuxième Koh-Lanta, ou comme lui il le dit, il va pas subir son Koh-Lanta, car c'est vrai qu'en 2016 c'est tellement somptueux, c'est tellement classe, c'est tellement une aventure de génie, mais il a quand même pas mal subi son Koh-Lanta, alors que là, il était quand même plutôt, on va dire, un peu patron du début jusqu'à la fin, entre guillemets. Donc il est vraiment dans un Koh-Lanta de contrôle, où vraiment il contrôle le jeu, même s'il y a Ravière qui fait des meilleurs coups stratégiques, et qui est vraiment à l'initiative. Lui était vraiment parti pour faire un bon jury management, pour faire un Koh-Lanta où il va pas non plus trop se mettre en avant. Finalement, même en faisant ça, il va pas forcément gagner. On va enchaîner ensuite avec la prochaine finaliste. Et quelle finaliste exceptionnelle, c'est Cindy. Lors de Koh-Lanta, la guerre des chefs, peut-être l'une de mes finalistes préférées. J'adore cette finale. Cindy Maud, honnêtement, que ce soit Cindy ou Maud, pour moi c'était l'un ou l'autre, c'était le même résultat, quoi. Mais franchement, si Cindy aurait gagné, je sais pas, vu que ça s'est pas passé, je trouve qu'il y a un côté fantasme, quoi, de se dire putain, mais si elle aurait gagné, ça aurait été tellement ouf. Mais bon, peut-être que ça aurait été le même cas pour Maud si elle n'avait pas gagné, j'aurais peut-être dit ça, car le parcours du Maud est tellement sensationnel que bah, franchement cette victoire, c'est vraiment l'aboutissement, quoi. Mais Cindy, ce côté stratégique, ce côté stratège, oui, je vais avoir le monopole de la stratégie, du fait qu'au début, tu la vois pas du tout comme telle, elle se révèle de jour en jour, elle fait des magnifiques coups, le coup des binômes, le coup de balancer Brice et Sophie comme ça, c'est tellement ouf, de montrer son collier devant tout le monde, et finalement de pas le jouer, et de le garder jusqu'en finale pour être tranquille. Voilà, c'est tellement du bon jeu, quoi. Et ouais, j'ai toujours un doute de savoir c'est qui gagnait les poteaux entre Cindy et Maud. Je crois que c'est Cindy quand même. Et pour le coup, le fait qu'elle gagne les poteaux aussi, que... D'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais j'ai toujours un doute dans cette saison.
de savoir c'est qui a gagné entre Cindy et Maud. Mais je crois que je dis pas de bêtises de dire que c'est Cindy qui les a gagnés. Donc ouais, Cindy qui choisit Maud, forcément elle fait le meilleur choix. Pour moi elle fait vraiment un Koh-Lanta presque parfait. Où bon, elle se fait un peu berner par Cyril au dernier conseil avant la finale. Mais en globalité c'est vraiment un Koh-Lanta super réussi. Et surtout avoir une femme stratège. C'était pas commun quoi. Et surtout son profil à elle de femme qui était là juste pour la bronzette et tout, et finalement se révèle même dans les jeux, hein, elle était pas non plus mauvaise. Et pour le coup voilà, c'est vraiment une super révélation, l'une des meilleures candidates de l'histoire de Koh-Lanta, l'une de mes femmes préférées de Koh-Lanta, donc pour moi vraiment Cindy exceptionnelle finaliste. On va enchaîner ensuite avec Inès de Koh-Lanta, l'île des héros. Alors là on passe de tout au tout. Clairement, Inès, c'est pas terrible. Alors, c'est pas ultra mauvais, et moi, je pense que même je préfère Inès à Yesta. Mais Inès, c'est vraiment une candidate, bon, dans l'alliance principale, avec les jaunes. Je la voyais vraiment comme la pote de Nawel. Elle n'avait pas les exploits sportifs de Nawel. Elle n'était pas aussi, je dirais, intéressante, peut-être même intelligente que Nawel. Je trouve que c'est vraiment une candidate qui, avait une grande gueule, était quand même assez présente à l'écran quand même, mais elle ne m'intéressait pas. Pour moi, elle ne m'importunait pas forcément beaucoup. Oh, le coup de faire la leçon à Claude sur l'épreuve des sacs, en mode je rage face à Claude. Claude l'humilie littéralement sur sa justification du fait que au conseil d'avant, elle disait oui, pour moi, le mérite, que ce soit un jaune, un rouge ou un héros, c'est pareil, tout ça. Finalement, Claude lui démontre ça et lui met les paroles en contradiction dans l'épreuve des sacs. Donc voilà. Et puis aussi cette espèce de rivalité avec Sab, c'était pas non plus. Voilà, je trouvais qu'elle a quand même une grande gueule pour pas forcément faire des gros exploits. Le coup de l'orientation où elle gagne, où elle se qualifie comme ça par hasard. C'est vrai que c'était un peu, ça m'a fait un peu chier. Alors comme c'était Gabriel en 2016, le coup qu'il le trouve par hasard, je m'en foutais parce que Gabriel pour moi était vraiment un exceptionnel aventurier. Mais quand c'est Inès, donc excusez-moi, je suis un peu, comment dire ça, mauvais joueur sur ce côté-là. Mais honnêtement, voilà, pour moi Inès c'est pas une super aventurière et puis finalement finaliste. Ouais, c'est pas étonnant quoi. Voilà, c'est vraiment la chèvre quoi. Et bon. Forcément Nawel allait la choisir pour gagner, donc elle allait pas prendre Claude. Voilà, surtout quand un Claude fait un Koh-Lanta comme il l'a fait. Donc voilà, pour moi Inès c'est pas une finaliste d'anthologie. On va enchaîner ensuite avec un finaliste qui pour moi est bien meilleur, c'est Brice de Koh-Lanta les 4 TR. Très très bon finaliste. Moi j'aime beaucoup Brice, alors je sais qu'il y en a qui l'aiment pas trop. D'ailleurs, je sais pas trop, car pour moi, il n'y a pas trop de justification à ne pas apprécier Brice. Hein. Désolé, ça fait un peu dictateur comme ça, de dire ah ouais, pensez comme je pense. Mais moi, franchement, Brice dans cette saison, pour moi, il est tellement appréciable. Il est tellement sympathique, simple, pas prise de tête, stratégique. Enfin, pas trop, mais quand même, il a une vision, on va dire, stratégique simple. Sportivement, on va dire que dans les épreuves avec Lola, il est vraiment super intéressant. Surtout quand il se qualifie, il gagne les épreuves au bon moment pour pas se faire éliminer. Je me rappelle de l'épisode 2 épisodes avant la finale où Aval se fait éliminer, où Fabrice s'est éliminé sur l'épreuve éliminatoire. S'il gagnait pas cette épreuve, il avait de grandes chances de sauter, donc il avait bien fait de la gagner. Et c'est un candidat qui avait de la hargne, et franchement, moi je l'aimais bien, honnêtement. J'aime bien sa tête aussi, je trouve que il a précepte comme ça de vue. Et puis il fait un très très beau parcours quoi. Et puis il gagne les poteaux aussi, donc il est dans l'équipe minoritaire où il fait vraiment un parcours, je dirais, d'underdog entre guillemets. Moi je préfère qu'Alexandre gagne, qu'on ait une égalité. Désolé, hein. C'est vrai que même si Brice aurait gagné, une victoire ex aequo, non merci. En tout cas Brice, exceptionnel aventurier, très très bon finaliste que j'aime beaucoup. Et donc on va enchaîner ensuite avec la prochaine aventurière, et c'est Lucie des armes secrètes. Aïe 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 aïe. Pas ça Zinedine. Pour moi c'est littéralement le profil que j'aime pas dans Koh-Lanta quoi, de meuf, de femme, disons sportive, qui arrive même à l'épisode 2 en disant voilà un renfort. Cette candidate-là va vous aider pour gagner des épreuves. Bref, en termes d'épreuves, il n'y a rien de mémorable, honnêtement. Et puis même au niveau du caractère, quoi. Mais j'ai rarement été saoulé à ce point sur une candidate. Après, elle est pas méchante. Honnêtement, elle est pas méchante. Elle est un peu agaçante, ça c'est vrai. Mais elle est pas méchante. Elle est pas frauduleuse.
même si parfois, mais voilà, c'est juste que ça m'a gonflé de voir la prod, la pistonner, et puis cette phrase, oh là là, qu'est-ce que j'en avais marre. Dans l'équipe jaune, il y avait un noyau dur, et autour, des satellites. Moi, je fais partie des satellites. Lui, ça fait partie du noyau dur. Oh là là, mais quel enfer. Et en plus, elle te dit ça, elle te rabat cette phrase pour finalement, quand elle n'est plus dans les satellites, entre guillemets, quand elle est dans le noyau dur, elle reste finalement un satellite. Parce que chez les Rouges, dans le dernier conseil éliminatoire, ils voulaient dégager Lucie. Mais elle avait son arme, là, super cheatée, qu'elle avait trouvée comme ça, voilà, par hasard, voilà. C'est tellement une aventure de... J'ai pas envie d'être méchant, mais tellement une aventure de merde, quoi. Et pour moi, c'est vraiment une aventure donnée, en mode, Lucie, tu vas être la porteuse des armes secrètes, voilà. Comme ça, le twist, le nom de la saison aura quand même un sens, tu vois, ça servirait pas à rien, quoi. Voilà, ce bracelet noir, il faut que quelqu'un le trouve, et puis bon, il faut que tu le joues à un moment où quelqu'un joue le collier, sinon ça sert pas à grand chose, quoi. Bah ouais, bah oui. Voilà, bon, bref, pour moi, c'est pathétique, et puis en plus, elle élimine ses propres alliés, Vincent, Laetitia, même si je suis pas fan de ces deux aventuriers-là. Waouh, voilà, tu es super reconnaissante du coup, et puis pour finalement, avec tes deux meilleurs amis, Maxine et Laure, pour être en danger dans le dernier conseil. C'est vraiment une aventure qui n'a aucun sens, qui ne respire pas le beau jeu, le bon jeu, plus dans une saison pathétique, donc ouais, pour moi c'est vraiment pas une bonne finaliste. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain finaliste, et là c'est combo là. Ouais, les finalistes de la légende. Bon, on va commencer avec du coup le finaliste perdant qui aurait dû gagner, c'est donc Claude. Claude de Koh-Lanta la légende. Alors, très compliqué à en parler en fait, parce que très bon candidat, certes, dans cette saison, très très fort. Il fait une nouvelle fois finaliste. Il atteint pour la 4e fois, ce qui est exceptionnel, la finale. Jamais éliminé de son histoire pour cette ultime saison. Il fait des belles victoires quand même. Il arrive 2e à l'orientation, il perd les poteaux malheureusement. Il gagne quelques épreuves, notamment celle avant la finale. Guide d'une main de fer son alliance jusqu'à la finale, un peu comme à l'habitué. Et là, il fait vraiment tranquille son Koh-Lanta pour prendre sa retraite après. Et finalement, on apprend quoi? On apprend qu'il y a une histoire de triche qui fait que finalement, il va pas gagner. Donc compliqué. Voilà, c'est très compliqué à juger. Mais bon, mis à part cette histoire de triche dont j'ai pas trop énuméré car j'ai pas tous les éléments, quand même je trouve que c'est sa moins bonne saison à Claude. Bon, même si celle d'avant il est pas finaliste, il est 3e, il perd sur les poteaux, mais je veux dire que c'est dans cette saison là où pour moi il était le moins intéressant à suivre. Certes, ça reste Claude, il y a des belles prestations dans les épreuves, le paresseux qui pète encore le record. Il y a plein de moments un peu divertissants comme ça, car c'est Claude, hein, c'est un candidat qui est naturellement et intéressant. Mais on va dire que dans toutes ces saisons, c'est celle où il m'a le moins intéressé, peut-être parce qu'il était trop tranquille, on va dire. Après, le fait de gérer son Koh-Lanta, c'est pas forcément quelque chose qui doit être décrié. Mais bon, le fait de ne pas le gagner sur une histoire de triche, c'est quand même tellement décevant. Donc, ouais, finaliste, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Le fait de mettre cette histoire de triche, de dire que de base, ça devait être le gagnant et qu'il n'ait pas gagné pour ça, ça doit quand même ne pas être pour rien, quoi. Donc, c'est vraiment triste pour son dernier Koh-Lanta. Ça aurait été tellement beau de le voir gagner pour son ultime saison. Mais voilà, finaliste perdant aux côtés de Laurent, donc le second finaliste. Voilà, Koh-Lanta c'est spécial, car là, t'as aucun gagnant, t'as 2 finalistes. Dans le prochain Koh-Lanta, le totem maudit, t'auras un finaliste et 2 gagnants. Bon bref, c'est vraiment tout à l'envers Koh-Lanta. Mais Laurent, pour moi, c'est comme Claude, quoi, finaliste qui est dans les dossiers de la tricherie, donc bon, compliqué à départager. Mais mis à part ça, peut-être que Laurent, par rapport à Claude, du fait que pour moi ces 2 premières éditions, c'était pas non plus du haut level, je trouve que dans cette dernière participation, il s'est vraiment révélé stratégiquement. Il était vraiment intéressant au niveau de la stratégie.
plus que Claude dans cette saison pour moi, en termes de ce qu'il nous montrait à l'écran. Après, dans les épreuves, Laurent, il est moins fort qu'en 2014, mais quand même, il a des belles prouesses, notamment l'épreuve des poteaux qu'il remporte, alors que dans ses 2 précédentes saisons, à chaque fois, il tombait premier sur les poteaux, et là, il les gagne. Donc, il y a quand même un côté assez sympathique, mais mis à part ça, il a toujours ce côté où il en fait trop, il en fait des caisses. Et voilà, le côté, je pensais être con, mais je le suis pas face à Loïc et tout. Peut-être pas une deuxième fois, tu l'as déjà fait en 2014, peut-être pas lors de la légende. Ouais, il était marrant, mais bon, enfin, marrant pour certains. Pour moi, je trouve que là, il en faisait vraiment des caisses, quoi. Ce qu'il nous fait à l'orientation, c'est vraiment, c'est vraiment dommage que Laurent, il pousse comme ça le côté surjeu, car sinon, je pense que ça aurait été quelqu'un d'assez agréable à suivre. Voilà, il est quand même comme Aradjampat, mais bon, Aradjampat, le problème c'est qu'il est inexistant. Là, je trouve qu'il en fait trop. C'est vraiment un 2014, c'est un Laurent de 2014 mais plus stratégique. Donc, on va dire plus intéressant qu'en 2014, même s'il ne gagne pas. Et de base, il aurait été finaliste perdant. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, moi je trouve que ces 2 candidats, même si cette saison, c'est très compliqué à juger vu que ce dossier tricherie, c'est compliqué à juger, quoi. Et on sait qu'il y a une grosse partie des aventuriers qui ont triché à la fin. Loin de là de se dire ouais, c'est mal de tricher, tout ça, oui, ça on le sait que c'est mal. Et loin l'idée de les critiquer, car bon, certes, pour les 20 ans, c'est tellement triste de tricher pour une émission qui a toujours essayé de se dédouaner de ces accusations, même si c'est vraiment une émission difficile. On voit avec leurs kilos qu'ils perdent, enfin que c'est pas fake, ça on sait, mais c'est dommage de se dire que voilà, il y en a qui ont profité de certains festins, apparemment, de ce qui est dit. Voilà, je leur en veux pas, clairement, mais le fait que ça soit pas assumé, que ça soit pas dit, que ça soit camouflé dans un prime, mais horrible. Franchement, le prime, la finale, le fait que Denis ne dise qu'il n'y a aucun vainqueur, en fait, ça retombe un peu sur eux, du fait que ce sont les principales concernés, on va dire, c'est les derniers aventuriers de la saison, ce sont eux qui sont privés de la victoire, entre guillemets, donc on se met un peu l'étiquette sur ces 2-là, alors que c'est un tout, c'est un global. Il y a même la production qui est pour moi à fauter. Voilà. Donc compliqué, je vais pas m'élancer dans une chasse aux sorcières en disant oui, lui il a triché, c'est mal. Non. Et je m'excuse pour si j'ai pu dire ça inconsciemment dans certaines vidéos. Je crois qu'il y a une vidéo, les totems d'or, où je mets Hugo Totem d'or dans la vidéo, où je dis que bon, c'est le seul qui a pas à avoir triché, donc il est meilleur que les autres. Désolé, là ça c'est n'importe quoi de dire ça, car déjà de base c'est un fait qui n'est pas forcément établi et lié. Donc non, pour moi cette triche, ce Koh-Lanta, il faut vraiment le prendre avec des pincettes, et c'est pas une partie de plaisir de juger un Koh-Lanta comme tel, donc compliqué, quoi. On va passer au prochain parce que c'est vraiment un gros dossier. Et donc on va enchaîner ensuite avec la prochaine finaliste, et c'est donc Géraldine de Koh-Lanta, le totem maudit. Et là ce qui est marrant, c'est que par rapport aux 2 précédentes que je vous ai citées, donc Claude et Laurent, qui n'ont les 2 pas gagné, donc aucun gagnant, là il y a 3 finalistes, et au lieu d'avoir 2 finalistes perdants et 1 gagnant, t'as 2 gagnants pour une finaliste perdante. Ce qui est plutôt voilà, c'est dur à porter, quoi, d'être en finale et de voir 2 mecs gagner et toi perdre. C'est un peu particulier en fait comme sensation, et ça doit pas se passer comme ça en fait pour un F3 d'habitude. Ça doit être un gagnant et donc 2 finalistes perdants. Et Géraldine, donc, elle a vécu ça. Pour moi, Géraldine, alors c'est pas une candidate que je trouve exceptionnelle, mais pour moi c'est pas une mauvaise candidate, c'est pas une candidate inintéressante. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'a trouvée fantomatique. Moi personnellement non, je trouve pas. Je trouve que voilà, à un certain moment du jeu quand même, on la voyait quand même pas mal. Pas non plus toujours, mais voilà, elle est quand même assez présente à l'écran. Après, c'est un peu comme Julie du Feu Sacré. C'est pas une candidate invisible, mais c'est pas une candidate super intéressante, quoi. C'est-à-dire qu'elle a des face cam, elle a des interventions, mais waouh, c'est pas, waouh, ça transpire pas l'intérêt fou. Voilà, et pour le coup, Géraldine, ça fait partie de ces profils qui sont pas forcément les plus intéressants en fait. Mais elle est appréciable, elle est sympathique, elle se révèle un peu en fin de jeu.
Elle est quand même bien intégrée avec les rouges, notamment avec François, elle était quand même sous son aile. Et aussi, je trouve qu'à la fin, elle arrive deuxième à l'orientation, première sur les poteaux. C'est elle qui gagne les poteaux, donc c'est elle qui a son choix, son destin entre ses mains. Elle choisit François pour l'accompagner en finale, et donc François choisit Bastien. Et finalement, donc, elle est donc finaliste. Elle ne gagne pas la saison. Donc pour moi, c'est le mieux qui pouvait arriver, on va dire. Même si il pouvait toujours avoir mieux d'avoir un François qui gagne tout seul, sans un Bastien en face. Mais voilà, en tout cas, moi, Géraldine, ça fait partie de ces profils finalistes que je trouve ouais, sympathiques. Elle fait une belle aventure. Pour moi, elle ne méritait pas forcément de gagner. Voilà, elle ne gagne pas. Elle laisse sa victoire donc à François. Bon, Bastien, pour moi, peut-être pas qu'il aurait dû gagner ex aequo, mais bon, même face à un Bastien, je crois que même Bastien, ça aurait été moins. Je sais pas, je trouve que il aurait plus de crédit à gagner face à Géraldine. C'est vrai que Géraldine a un pas profil de gagnante, on va dire. Même si elle se révèle sur la fin, on va dire que c'est trop faible en termes d'accomplissement de gagner. Ça aurait fait un peu une victoire volée, quoi. Donc, ouais, Géraldine, et puis en plus, elle a l'image de la doyenne. Ce qui est marrant, que c'était une doyenne d'à peine 50 ans, quoi. Je crois qu'elle avait 40 et quelques, même pas. Donc, ouais, c'est vraiment une doyenne, une jeune, quoi. C'est vrai que ça faisait bizarre de voir ça dans cette saison. Et on va enchaîner ensuite avec la prochaine finaliste, c'est donc Tania. Tania qui a tout vécu, hein. Elle a eu je sais même pas combien de votes contre elle, bah, c'est le record notamment. Elle a été au début chez les jaunes, puis ensuite chez les rouges, puis revenue chez les jaunes, puis ensuite du coup en renif, éliminée, revenue, puis ensuite voilà, atteint la finale et elle perd. Donc ouais, c'est vraiment une aventure bah, complètement décousue. Pas trop fan de ce genre je dirais de participation de candidats, en l'occurrence candidates, qui font des parcours vraiment trop montagnes russes. Et Tania, c'est un peu ce que j'ai ressenti. C'est une candidate qui est très appréciable, hein. C'est vraiment une candidate sympathique. Aussi, elle a des bons coups stratégiques. Elle a notamment pour moi l'un des meilleurs blindside de Koh-Lanta, surtout de ces dernières années, avec l'élimination de Koh-Lanta en porte de la finale avec le coup avec Julie sur le collier là. C'est vraiment du super jeu. Après Tania voilà était un peu en retrait dans sa première équipe avec Benjamin. Voilà, elle avait été éliminée notamment sur la lancée du coup de l'élimination de Rudy. Donc c'est pas un profil que tu attends à aller en finale, quoi. C'est vraiment un profil qui élimine, efface, je dirais, les situations comme ça. Elle revient, elle est vraiment. Tu l'élimines, elle revient, bah, ça fait vraiment particulier, quoi. Après, voilà, moi je suis pas trop fan, moi, comme je l'ai dit, ce genre de profils qui ont beaucoup de chance, on va dire, sur leur parcours, comme Tania. Et puis bon, je l'aimais bien, mais je trouvais que parfois, bah, quand t'as vraiment des profils exceptionnels en face, du genre Frédéric, Nicolas, et même Quentin, même si je suis pas fan du personnage, voilà, il y a quand même des très très bons joueurs en face. Et c'est vrai que Tania, elle faisait un peu tâche, quoi. Ça faisait un peu candidate, voilà, joker, quoi, qui a eu souvent de la chance. Mais bon, en soi, il y a quand même des belles prestations. Voilà, et je crois elle avait gagné l'immunité avec Frédéric au binôme. Voilà, socialement, elle a toujours le sourire, elle est toujours sympathique. Donc voilà, quoi, c'est pas non plus un profil pour moi mauvais, quoi. C'est pas une mauvaise finaliste. Après, voilà, pour moi, c'est pas partie de ce qui se fait de mieux en termes de finaliste. Contrairement au prochain, qui est donc Meissa de Koh-Lanta, les chasseurs d'humilité, que là, je vous dis sans hésiter, fait partie pour moi des meilleurs finalistes de l'histoire de Koh-Lanta. Je n'ai pas peur de dire les termes, son binôme avec Amri était tellement exceptionnel. J'aimais tellement cette alliance, du fait que Maïssa s'est retourné contre son équipe des Rouges, a su notamment du coup garder cette amitié avec Amri jusqu'au bout, faire une alliance qui nous a fait vraiment plaisir entre guillemets de voir ça, de voir un jaune et un rouge jouer stratégique ensemble. C'était tellement ouf, avec aussi une personnalité bien à lui. Alors au début j'étais pas trop fan, même si bon j'étais un peu d'accord avec lui quand il bousculait un peu Cécile qui disait oui on a perdu mais bon voilà c'est comme ça. Bah non c'est pas comme ça, il faut se donner à fond dans la vie. Mais voilà, j'aime pas trop son caractère au début, je trouvais qu'il faisait un peu je sais pas, j'arrivais pas trop à expliquer
le fait que je l'appréciais pas trop. Mais honnêtement, passer la runif, le mec m'a régalé quoi. Il m'a régalé du début jusqu'à la fin. Et puis clairement, à la fin du jeu, il se révèle, mais vraiment dans les épreuves, le mec, il est vraiment super bon quoi. Il se révèle littéralement. Il gagne notamment le confort des proches, l'humilité également. Après ensuite, il gagne une nouvelle fois. Enfin non, je crois non. Excusez-moi, il gagne l'équilibre sur l'eau, donc l'humilité. Après, il gagne le confort des proches, c'est ça voilà. Et puis ensuite, il gagne la dernière humilité qui était une épreuve un peu. Alors, c'était pas les dominos, je crois, mais c'était une épreuve un peu similaire de patience. Il la gagne. Donc le mec gagne 3 épreuves d'affilée et il a vraiment géré. Et pour le coup, bah en finale, il arrive sur les poteaux. Bah, malheureusement pour lui, il y a quand même du coup comment elle s'appelle? Oh là là, j'ai perdu son blaze. Ah oui, Léa, voilà. Léa, excusez-moi. En plus, c'est une candidate que j'adore. Super gagnante. Léa qui fait vraiment un parcours exceptionnel, vraiment parcours de gagnante. Et pour le coup, mériter sa victoire. En finaliste perdant, c'est vrai que bah c'était pas étonnant quoi. Et on s'y attendait. Après voilà, pour moi, il a vraiment fait une aventure de ouf. Et waouh, je vais vraiment le revoir dans un All-Star. Alors peut-être pas dans le même All-Star que Amri, car peut-être qu'ils sont, bah, je dirais, trop cramés comme potes. Mais je veux voir l'un des deux dans le prochain All-Star, ça c'est sûr. Et que ce soit Maïssa ou Amri, pour moi c'est la même quoi. C'est vraiment deux aventuriers exceptionnels. Et Maïssa en plus, en tant que finaliste perdant, c'est vrai qu'il est, il a été plus proche de la victoire que Amri. Même si j'ai une petite préférence pour Amri quand même, que j'ai préféré. On va enchaîner ensuite avec la prochaine finaliste, et c'est Charlotte. Waouh, 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 Charlotte. Vraiment pas fan. Vraiment pas fan de la candidate. Après, il y a des prestations, voilà, elle était quand même assez forte dans les épreuves. Elle en a gagné quand même pas mal. Je crois qu'elle en a gagné 4. Quand même pas mal, hein. Après, il y a une épreuve, l'épreuve de la boue. Voilà, bon, partie homme, partie femme, j'ai pas trop compris. Surtout que l'épreuve de la boue, ça avait jamais eu cette configuration-là. Ok. Mais bon, à part ça, voilà, il y a quand même des belles victoires. Notamment aussi le blindside avec Sophia là, sur Frédéric, qui est beau. Voilà, Frédéric part en beau joueur, c'était classe. Mais bon, après il faut assumer quoi. Au conseil final, Frédéric te tend la perche pour que tu assumes jouer à Koh Lanta comme un jeu complet sur la stratégie, sur le sport, sur la survie, sur le social, sur tout. Et elle, elle est pas du tout réceptive en mode non. Non, bah pour moi la stratégie c'est mal, la stratégie je trouve pas que j'étais stratège, j'ai été droit dans mes bottes, tout ça. Waouh, waouh, waouh. Bah, je comprends Frédéric de souffler et de voter pour Thibaut quoi. Surtout qu'à la fin t'avais des candidats, mais oh là là. Pour moi c'est la maladie de ces dernières saisons. Bah, notamment ces deux dernières qui sont vraiment pas bonnes quoi, en termes de fin de saison, avec des candidats de fin, mais waouh, ils sont vraiment soporifiques. Et pour moi, bah Charlotte, c'est vraiment ce profil de candidate qui. C'est un gros profil de la saison. Mais bon, j'ai tellement pas eu d'attache avec elle. Et puis son binôme avec Sophia. Sophia était tellement plus maligne, tellement plus intelligente qu'elle. Même si je suis pas un très grand fan de Sophia aussi, mais voilà, elle, je trouvais que. Bon, elle avait des belles prestations. Voilà, moi je trouve que c'est ça qui la sauve, c'est ses prestations dans les épreuves. Notamment l'épreuve du paresseux où elle a été très très forte. Mais à part ça, honnêtement, pour moi, même socialement, il y a des grosses erreurs, quoi. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas dans cette candidate. Pour moi, ça n'a pas fonctionné du début jusqu'à la fin. Au début, je pensais qu'elle allait limite abandonner. Elle avait un montage bizarre, du mode, elle faisait toujours la tronche, on la voyait vraiment, voilà, dépressive, quoi. Donc, c'est une belle révélation, une belle montée en puissance, mais pour finalement donner quoi? Donner cette seconde place face à Thibaut qui franchement pour moi ne marque pas les esprits hein. Moi c'est une candidate, même Thibaut le gagnant hein, les deux finalistes, c'est des candidats qui avec le temps tu vas les oublier en fait. Et on va terminer cette vidéo avec le dernier finaliste. Et quel finaliste? Peut-être l'un des pires de toute la liste, et sans déconner hein. Alors il n'est pas non plus horrible comme peut l'être une Lucie ou voilà ce genre de profil, même Iniesta, mais c'est Maël. Maël, le dernier finaliste qu'on ait eu de Koh Lanta. J'ai rarement été aussi, je vais pas dire déçu, mais inintéressé par un candidat. Pour moi, Maël, c'est l'exemple type du candidat qui va jusqu'au bout et qui m'intéresse
Pas du tout, quoi. Je suis tellement passé à côté. Et je pense que beaucoup de monde, car le montage, quoi, le mec est transparent, enfin il est pas transparent, excusez-moi, non, c'est pas du tout ça. C'est comme Julie du Feu Sacré, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un candidat qui n'est pas intéressant. Il a des facecam, hein. Mais ce qu'il dit dans les facecam, ce qu'il dit tout court, mais c'est bateau, c'est plat, c'est pas intéressant. Mais en plus, le pire, c'est que le mec a l'air d'être quand même, a l'air de connaître le jeu, a l'air de quand même avoir une base stratégique. Ça peut faire des trucs en runif, du genre des trahisons, des trucs intéressants, je sais pas. Non, ça ne marche pas. Il y a rien qui marche, quoi. Franchement, il est inintéressant. Il passe complètement à blanc. Plus qu'un Jonathan des armes secrètes. Eh oui. Non, mais sans déconner, 0 victoire en plus à son actif. Il y a rien. Non, mais vraiment, c'est pas pour être méchant avec Maël. Car moi, au début de la saison, je me disais, ah ouais, pas intéressant, il est lent, il est plat. Ce qu'il dit, c'est bateau, c'est pas... Je pensais, moi, je lui dis, allez, c'est dans les premiers épisodes, c'est comme ça, et puis finalement, ça va évoluer. Non, ça n'évolue pas. Ça ne change pas, quoi, putain. Non, mais oh, la prod, quoi. Bah, là, après, non. C'est pas la prod, là, c'est vraiment le mec qui est vraiment pas intéressant, quoi. Et encore, si le jeu le sauvait, si le jeu stratégique le sauvait, si le jeu dans les épreuves le sauvait, non. Non, y a rien, quoi. Après, socialement, il était bon. Ouais, peut-être dans les... Bah, peut-être le meilleur socialement dans les finalistes. Très bon candidat, je pense que même dans sa saison, il fait partie des meilleurs candidats objectivement. Mais oubliez le côté divertissement, oubliez le côté télévisuel. En fait, c'est pas, pour moi, c'est pas un bon candidat, c'est un bon aventurier. Mais en termes de candidat, non, vraiment non. C'est pour moi l'un des finalistes les moins intéressants de l'histoire de Koh-Lanta. Vraiment, mais je déconne pas, quoi. Et c'est tellement frustrant de voir ce genre de profil comme ça. Tu te dis, mais putain, mais ça va jamais évoluer, quoi. Bah non, ça n'évolue pas, quoi. Désolé, hein, désolé si je parais un peu rageux, excusez-moi, mais vu que bah voilà, j'ai pas pu trop en parler, bah c'est sorti comme ça, voilà, et finalement, c'est mon avis sur Maël, oui, de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, allez, salut!